Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Vincent Reliquet. Bonjour. Eh ben, écoutez, je suis ravi d'apparaître, dans votre, émission prestigieuse. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, vous êtes médecin généraliste depuis plus de 20 ans, spécialiste Ah, d'hydrotomie. Vous êtes également membre du comité médical de l'Association internationale de médecine scientifique indépendante et bienveillante. Vous êtes également auteur de plusieurs livres, notamment Les pouvoirs de l'iode, Covid-19, l'enquête interdite. Et aujourd'hui, on va parler des chroniques de médecine contestataire. Je pense librement, donc je soigne mieux, paru aux éditions Résurgence. bah, Alors dans chouette, ce tome 1, je n'ai rien oui, d'autre à dire. dans ce tome 1, il est question bien sûr de santé, hein, c'est le sujet principal, mais surtout comment elle est encadrée par les institutions, par les organismes, par les autorités qui contrôlent la prescription des médecins et donc la liberté des professionnels de santé. 8 thématiques sont abordées dans ce livre: la vitamine C, la vitamine D, l'argent colloïdal, l'eau de Quinton, l'iode, le cannabis, les armoises ou encore l'œuf. Alors on va pas tout aborder aujourd'hui, mais j'en ai sélectionné quelques-unes, en tout cas quelques-uns de ces thèmes. Et vous débutez ce livre par le chapitre sur la vitamine C. Alors pourquoi j'ai choisi de parler de la vitamine C? Parce que on est en pleine actualité. On est d'une part encore en hiver, donc on a peut-être encore un peu besoin de se supplémenter en vitamine C, mais c'est surtout le problème du scorbut qui fait son grand retour en France et dont les autorités sanitaires françaises nous alertent en ce moment. Bah, Alors, je oui, vous donne quelques chiffres avant de vous laisser intervenir, ou vous voulez intervenir? non, mais allez-y, je vous en prie, c'est ça. J'interviendrai plus tard. Alors, je vous donne quelques chiffres sur le nombre de cas de scorbut. Visiblement, il serait passé de 8,2 pour 100 000 enfants en 2016 à 26,7 en 2020. Une recrudescence, on nous dit, accentuée en 2023 à cause de l'inflation des prix alimentaires. Ce serait quoi le lien si on nous dit que le scorbut, l'augmentation du nombre de cas de scorbut, est imputée à l'inflation des prix alimentaires? Ce serait quoi le lien entre les deux? Et là, c'est l'argent. Les produits qui contiennent de la vitamine C sont généralement des produits frais et des agrumes. Donc à partir du moment où vous avez soit de mauvais agrumes, c'est-à-dire conditionnés, par exemple, industriellement en bouteilles de jus, par exemple, vous perdez la vitamine C des fruits. Il faut savoir qu'un industriel, à partir du moment où il va collecter son jus d'orange, par exemple, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va diminuer son coût de transport. Et pour diminuer son coût de transport, il va chauffer son jus d'orange pour en réduire le volume. Donc, il va enlever l'eau. Mais en enlevant l'eau, il va aussi détruire la vitamine C au chauffage. Donc, le mythe stupide qui consiste à dire j'ai donné à mon fils un demi-verre de jus d'orange 3 fois par semaine, donc il est protégé contre le scorbut ou contre une carence en vitamine C, est complètement stupide. Donc voilà, le problème, il est là, il est dans la malbouffe et il est dans le fait que beaucoup de gens ont une idée préconçue très fausse des apports en vitamine C qui sont de plus en plus rares. Alors, je peux même vous dire, là, vous me dites que il y a 27 enfants pour 100 000 qui sont diagnostiqués Ça, ce sont les carence. chiffres officiels, Et, va-t-on ouais, et va-t-on je dire. suis persuadé que c'est beaucoup, beaucoup plus pour une raison très simple, c'est que le dosage de la vitamine C est extraordinairement compliqué. Il faut cryogéniser, geler le sérum, l'envoyer dans des laboratoires très particuliers. Donc c'est quand même quasiment jamais fait. Il faut tomber vraiment sur des cas de scorbut, mais catastrophiques pour en avoir l'idée et faire le dosage. Mais des tas de gens qui souffrent de scorbut chronique, donc de scorbut à bas bruit, ils sont certainement beaucoup plus nombreux. Et n'oublions pas que ça peut toucher évidemment aussi les adultes et considérablement les personnes âgées dans les EHPAD ou qui sont laissés dans leur foyer personnel et qui mangent toujours la même chose et évidemment des choses pas chères. Donc dedans, il y a pas les anges. Alors, on nous parle effectivement d'inflation de prix. Est-ce que c'est l'unique raison?
puisqu'on nous dit que ce phénomène, en fait, cet accroissement des cas de scorbut apparaît depuis 2020. Est-ce que c'est l'unique raison? Moi, je pense que c'est pas l'unique raison, mais encore une fois, le problème, il est que sur le plan de la santé publique, il n'y a pas d'effort important de nos autorités pour que ce problème soit pris à bras le corps. Il n'y a pas assez de vitamine C distribuée à la population tous les jours. Là-dessus, il y a un énorme scandale qui dure depuis déjà des années, où on vous dit 300 mg de vitamine C vous suffisent pour toute la journée, et on s'aperçoit dans toutes les études internationales, dont certaines que j'ai récupérées pour faire une partie du livre, qu'en fait, on peut prendre 10, 20 grammes de vitamine C dans certaines conditions, par voie orale, je dis bien dans certaines conditions, sinon on a la diarrhée. Bon, donc le mythe du 300 mg par jour n'est juste là pour vous dire que de toute façon, vous aurez du mal à en trouver plus dans l'alimentation parce qu'il y en a très peu. Voilà. Alors évidemment, disons tout de suite, parce que les gens ne savent pas tous dans quoi on trouve la vitamine C, c'est essentiellement les agrumes. Voilà. Les fruits, les citrons et les dérivés des oranges, mais vous en avez aussi dans les pommes, vous en avez aussi dans beaucoup de fruits, mais voilà, c'est un produit qu'on rencontre dans les fruits, certains légumes, mais fruits crus, de bonne qualité, bio si possible. Pourquoi? Parce que quand vous traitez un fruit ou un légume avec un pesticide, le fruit ou le légume n'a plus besoin de fabriquer de produits pour repousser les ravageurs. Or, la vitamine C est un produit fait pour repousser les asticots. Donc, si le pommier n'a jamais vu un asticot de sa vie ou un ravageur quelconque, bah, il fabriquera pas sa vitamine C, il y en aura très peu dans le fruit. Donc, il faut comprendre que c'est un produit, essentiellement un produit de fruits en bonne forme. Alors manger des fruits, oui, mais est-ce qu'on peut aussi se supplémenter en vitamine C? Alors, évidemment. Le problème de la vitamine C, c'est que vous allez rapidement saturer les sites récepteurs dans le tube digestif. Et une fois que vous avez mis de la vitamine C partout dans vos sites récepteurs, l'absorption ne se réalise plus sur des vitamines C bas de gamme. Et donc, du coup, ça reste dans le tube digestif et ça peut enclencher des diarrhées. C'est pour ça que beaucoup de gens disent ne prenez pas de vitamine C en supplémentation, car vous aurez la diarrhée. C'est à moitié vrai, effectivement, sur des formes hydrosolubles, on n'a pas la possibilité de pouvoir aller au-delà des capacités des récepteurs. Mais en revanche, on peut faire des formes de vitamine C qu'on appelle liposomales, qui sont enfermées dans des vésicules graisseuses. Et alors là, on peut en avaler des quantités astronomiques, absolument sans aucun effet indésirable, puisque ça passera à travers les membranes cellulaires du tissu digestif, à travers les membranes cellulaires, graisse contre graisse, ça rentre très très bien. Donc on peut largement dépasser les fameux 300 mg de nos autorités pour arriver à des taux très importants. Encore faut-il avoir besoin de taux très importants. Si on n'en a pas besoin, il y a inutilité à avaler 15 grammes par jour quand on est en pleine forme. En revanche, pour certaines pathologies, ça peut être tout à fait intéressant, mais on nous le déconseille de manière tout à fait violente en termes de santé publique. Hein. Encore une fois, celui qui utilise la vitamine C pour se soigner, pour quoi que ce soit, il est, en plus si c'est un médecin qui en fait la recommandation, voilà, c'est une catastrophe. Alors que on connaît l'utilité de la vitamine C dans des pathologies gravissimes depuis 100 ans. On a soigné des trucs incroyables avec des quantités importantes de vitamine C. Généralement, quand on les utilise, ces produits-là sont utilisés par voie veineuse parce que les quantités sont telles que c'est difficile de vérifier si le tube digestif absorbe vraiment quand c'est envoyé par voie veineuse, donc avec un entourage médicalisé, eh ben, on n'a aucun problème. En tant que médecin généraliste, est-ce que vous conseillez donc une cure de vitamine C à l'approche de l'hiver? Alors, il n'y a pas plus de cure que pour l'oxygène. Hein. Si vous arrêtez de respirer 3 minutes, vous allez vite vous rendre compte que la cure, il faut qu'elle reprenne. Hein. Non, la vitamine C. Alors, le problème, c'est que c'est une vitamine un peu bizarre parce que on ne sait pas la stocker. C'est pour ça que beaucoup de détracteurs de la vitamine C disent que c'est la vitamine qu'on pisse.
Alors, c'est pas très classe, mais c'est pas faux. Ça veut dire que quand vous avalez 1 gramme de vitamine C, vous allez avoir, je pose mal, vous allez avoir un flash de vitamine C dans le sang. Votre organisme va pomper la vitamine C tout de suite pour des besoins immédiats et tout ce qui ne sera pas immédiatement utilisé sera uriné. Ça veut dire que vous allez avoir un flash de vitamine C avec une prise par jour et puis derrière, plus rien. Donc, si on veut avoir un taux à peu près stable de vitamine C dans la journée, il faut répéter les prises de vitamine C toute la journée. Donc, c'est un peu complexe, la vitamine C. Hein. Faut savoir qu'en plus, ce qui est quand même ce que je raconte dans mon livre, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour fabriquer sa vitamine C soi-même. Une chèvre, elle sait fabriquer sa vitamine C et se faire 30 grammes, 40 grammes, 50 grammes par jour. Si elle est blessée, si elle est malade, elle fabrique sa vitamine C pour se soigner toute seule. Il y a eu beaucoup d'espèces qui, au fur et à mesure du temps, ont perdu leur capacité à synthétiser la vitamine C. Et l'être humain, sapiens, nous, on a le code génétique pour fabriquer la vitamine C, mais on a perdu le code génétique pour fabriquer la dernière enzyme qui fabrique l'acide ascorbique. Donc c'est ballot, mais voilà. Donc, vous voyez, on est presque à la physiologie. Si on pouvait réveiller ce gène, eh bien, on n'aurait aucun problème avec la vitamine C parce que tout le monde la fabrique. Voilà. Et c'est vrai que dans ce livre, alors vous donnez des recettes pour fabriquer plusieurs choses, je vais pas le dire tout de suite, mais soi-même en tout cas, l'argent colloïdal par exemple. Et vous avez aussi des tas d'anecdotes. Et là, ce sujet, par exemple, sur la vitamine C et notamment le scorbut, vous racontez l'anecdote de Jacques Cartier qui, en 1535, a pu soigner son équipage qui était Oui, atteint, parce que le scorbut, à la base, c'est une maladie, c'est la peste des marins, exactement. Alors, exactement. et qui donne la tisane d'Anéda, c'est ça? Canada, bah ouais. Ils arrivent sur le fleuve Saint-Laurent, ils arrivent au Canada. Et puis, ils sont, je sais pas, il y a un tir de mort à travers les marins, enfin, chez les marins de Jacques Cartier, il y a 30% de morts, du scorbut. Il faut savoir qu'on ne meurt pas en 24 heures, hein, du scorbut, hein, c'est dur, hein. On commence par saigner des gencives, on commence par perdre ses dents, ensuite, on commence à avoir des hématomes partout, et puis ensuite, on a des œdèmes, on peut plus bouger, on peut plus sortir de son lit tellement on pèse lourd au niveau des jambes. À la fin, on a des diarrhées incoercibles, on va mourir comme ça. Enfin, c'est une horreur absolue. Hein. Bon, et ben, arrivé là-bas, les gars, les Iroquois, les Hurons, je sais pas, ils les ont récupérés en disant, mais vous avez un petit scorbut. Et puis, avec des aiguilles de pin, on imagine que c'est du pain blanc ou des écorces. En 3 jours de temps, tout le monde a été tous les survivants avaient récupéré. Voilà. Mais bon, ce qui est extraordinaire, et ce que je raconte aussi dans cet article, c'est que Jacques Cartier est parti en France et puis a raconté, hein, très bien. Oh, on a eu la pêche de mer, on a pris ce truc-là, c'était parfait. Et ben, c'est pas pour ça que les équipages maritimes français ont tiré l'enseignement de mettre de l'ANEDA dans les navires. Il a fallu attendre que les Anglais se réveillent, les premiers, en préparant des préparations à base de citron. Et puis, eux, ils se sont mis à l'abri du scorbut très, très vite. Et nous, Français, deuxième marine du monde, on n'a rien compris quasiment jusqu'en 1810. Un scandale. Vous rendez aussi hommage à Linus Pauling. Ah ouais, ah ouais. Forcément, Attendez, forcément. de temps en temps, on croise des génies absolus. Alors, Linus Pauling, génie absolu. Mais aujourd'hui, Linus Pauling, il vient en France et il raconte ce qu'il racontait dans ses livres à l'époque, dans les années 50, mais il est interdit d'exercice. C'est-à-dire que la violence contre les produits naturels aujourd'hui est telle. Linus Pauling a écrit un premier livre en disant, moi, je vais débarrasser l'humanité du rhume. Bon, déjà, tout le monde pourrait rigoler en disant, on s'en fout du rhume. Mais c'est pas vrai. C'est vraiment très, très pénible. On passe 10 jours fatigués, on dort très mal, on peut plus réfléchir, on est contagieux. Bon, on peut faire des sinusites, on peut faire des méningites sur sinusite. Donc, c'est pas du tout un truc banal. C'est simplement qu'on en parle très peu parce qu'il n'y a pas de vaccin. Alors, comme il n'y a rien à vendre, voilà, on passe sous silence. Donc, lui, il avait trouvé une technique pour traiter les rhumes. Bon, ça, à mon avis, ça serait passé, mais derrière, il a fait des bouquins sur comment je vais traiter le cancer. Alors ça, je peux vous dire que le premier qui avance en France en 2025
l'idée qu'on peut utiliser la vitamine C pour traiter le cancer, il est mort sur pied. Voilà. Alors, c'est des utilisations qui sont parfaitement courantes chez nos voisins, hein, belges, allemands, suisses, luxembourgeois. Eux, ils ont aucun problème pour utiliser des mégadoses de vitamine C en intraveineux. Chez nous, c'est une interdiction, mais absolue. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Philippe Labraise, qui a pris une interdiction d'exercice parce qu'il a utilisé avec une réussite insolente chez une dame qui était en train de décéder et qui a réouvert les yeux et qui est sortie du coma. Eh bien, on lui a fait le reproche d'avoir utilisé la vitamine D et il est interdit d'exercice. Donc, vous voyez le délire sur ce type de produit qui n'a pas d'effet indésirable et qui n'a que des effets incroyablement positifs. Alors justement, on parle effectivement de cette différence de traitement en France. On vient d'évoquer la vitamine C, il y a aussi le cas de la vitamine D. Et là, les autorités sanitaires nous alertent constamment sur les surdosages. Attention à ne pas vous surdoser en vitamine D. Et là, vous êtes vraiment très critique. À la base, c'est la vitamine D, elle est essentielle pour lutter contre le rachitisme, c'est ça? Ben oui, mais le rachitisme, ça, c'est pour les enfants. C'est pour leur éviter qu'ils aient des gens qui se déforment, qu'ils aient des bassins complètement gondolés dans tous les sens et que les pauvres petites filles ne soient même plus capables d'accoucher par voie basse. Très bien. Le rachitisme, ok. Mais moi, je vous parle de la carence en vitamine D des populations adultes et vieillissantes. On a vu, alors, vous savez, aujourd'hui, là, maintenant, on est quand même dans l'actualité de 2025. On est dans le scandale de l'USAID, vous avez entendu parler de ça, où on se met à comprendre que toute l'information des grands médias internationaux de tous les pays occidentaux a été mise sous le boisseau de la CIA et manifestement, la CIA n'avait strictement aucune envie de vous donner la moindre clé pour que vous vous soigniez correctement contre le Covid. Donc, pas plus d'azithromycine que d'ivermectine que de vitamine D. Certains pays ont réussi à donner quelques messages de santé publique, comme l'Angleterre, qui a réussi à dire prenez de la vitamine D, ayez des bons taux de vitamine D, et vous serez plus humain, donc moins capable de faire des Covid sévères. Bon. Eh ben, en France, zéro mot. Zéro mot. On a même eu, et ce qui est rare, l'Académie de médecine, qui a pris la peine d'édicter une alarme en disant nos taux sont certainement tous trop bas, on devrait prendre de la vitamine D pendant le Covid, et ça a été étouffé par la communication gouvernementale. Donc, il y a un scandale autour de la vitamine D évident. On a besoin de beaucoup plus de vitamine D que ce que l'on avale dans l'alimentation résiduelle pendant l'hiver. Ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que la vitamine D ne se fabrique en grande quantité que si votre peau est exposée aux ultraviolets d'une certaine longueur d'onde pendant un certain nombre de minutes par jour. Donc, quand il n'y a pas d'ultraviolets propres à fabriquer de la vitamine D, comme en ce moment, hémisphère nord, on est en hiver, la Terre a basculé sur son axe, et donc on s'est éloigné du Soleil, donc les longueurs d'onde d'ultraviolet se sont modifiées, et même s'il fait beau dehors, on ne peut pas fabriquer sa vitamine D en France, en février. C'est pas possible. Donc ne rêvez pas. Donc on a besoin de prendre de la vitamine D en apport supplémentaire, en supplémentation. C'est pas du tout une honte. Voilà, on habite l'hémisphère nord, il n'y a pas de vitamine D. On sait que notre niveau d'immunité de la vitamine D, c'est-à-dire vis-à-vis des cancers, vis-à-vis des maladies infectieuses, vis-à-vis de notre morale. Je vous rappelle la dépression saisonnière, les gens qui disent « Oh, moi, dès le mois de septembre, je pleure, j'ai plus envie de sortir de mon lit ». Bah, prenez de la vitamine D, vous allez vous apercevoir que le défaut de vitamine D chez certains animaux, ça les pousse à aller se coucher et hiberner. C'est pour ça que les animaux hibernent, c'est la chute profonde de leur taux de vitamine D. Donc voilà, vous n'êtes pas des marmottes. Eh ben alors, prenez de la vitamine D en quantité correcte. Si vous avez un doute, allez vous faire prélever et payez-vous un dosage. Hein. Alors on va vous dire, ah oui, mais c'est pas précis. Mais Guy, alors, pas précis, on n'est pas besoin d'être à 5% près. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si on est dans la grosse fourchette correcte, entre oui ou pas, bien ou pas bien.
Alors moi, j'ai enregistré avec mes amis Eric Mena et autres un conseil scientifique indépendant. Vous allez sur CSI, vous tapez vitamine D, vous en aurez pendant 1 heure et demie. On vous expliquera les posos, ce qu'il faut faire, si vous êtes gros, si vous êtes petit, si vous êtes jeune, si vous êtes vieux, si vous êtes une femme, un homme, un machin. Il y a des posos qui sont toutes un peu particulières. Donc on va pas faire des cours de médecine maintenant, mais voilà, la vitamine D est une nécessité. Moi, je suis sur le nord de la France. Moi, mes patients et moi-même, c'est minimum 15 septembre, 15 mai, supplémentation. Et quand je travaille, même si c'est le mois d'août et que je suis enfermé, je me supplémente. C'est pas parce qu'il fait beau dehors qu'il fait beau dans mon cabinet. Dans mon cabinet, pas d'UV. Hein. Alors Donc, comment vous la prenez la vitamine D? Parce que vous êtes assez critique avec notamment la marque qui a le fameux marché, et c'est ce que nous prescrivent généralement les médecins généralistes, ah, c'est la fameuse ampoule alors de là, ça Zimadio. c'est la grosse erreur. Je suis absolument navré, mais c'est celle qui rapporte beaucoup d'argent aux firmes. Donc bien sûr, alors il y a l'ampoule mensuelle et il y a l'ampoule trimestrielle. Alors là, vous voyez, on vous dit, oh, n'en prenez surtout pas parce que c'est très toxique. Là, vous avez des ampoules à 150 000, 300 000 unités. Hein, et on vous dit qu'il faudrait en prendre que 300 unités par jour et vous en avez 150 000 par ampoule. Alors, il faudra m'expliquer comment c'est toxique. Si quand vous en prenez 150 000 unités, vous n'êtes pas malade, bon, il y a manifestement un gros loup. Bon, alors, donc, pourquoi c'est pas une bonne idée? Parce que probablement que quand vous prenez des doses massives, votre foie, qui voit passer des taux de vitamine D absolument gigantesques brutalement, a très tendance à le détruire. Il va détruire ce stock de vitamine D inutile. Ce qui ne sert pas immédiatement en physiologie, soit c'est stocké quand c'est vraiment très rare, mais la vitamine D n'est pas très rare. Donc, pour le foie, ça dégage. Ça peut être inutile, donc ça dégage. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'à la fin de la dose, voire même 8 jours ou 10 jours avant la dose, vous êtes déjà en carence, mais vous ne le savez pas. Parce qu'en fait, vous avez détruit le stock inutile dès le départ. Parce que votre foie, il a fait ce qu'il a cru bon devoir faire. C'est pour ça que la bonne idée, c'est de prendre sa vitamine D tous les jours, en quantité toujours la même. Du coup, vous allez faire alors là, on peut la prendre une fois par jour. C'est pas comme la vitamine C. Mais la vitamine D, on la prend une fois par jour et on a un taux stable dans le sang. Alors, on explique aussi avec Eric Mena que les personnes âgées de plus de 60 ans ont intérêt à mélanger leur vitamine D avec de la vitamine K2. Parce qu'il faut aller router le calcium. La vitamine D, c'est une vitamine importante pour éviter l'ostéoporose des personnes ménopausées, les femmes ménopausées ou des hommes. Ça arrive aussi, mais l'ostéoporose masculine, c'est plus rare. Mais donc, pour ces gens-là, l'association vitamine D, vitamine K leur permet d'avoir un bon routage du calcium vers les os et d'éviter ce qu'on nous présente toujours comme étant catastrophique, c'est la colique néphrétique et la colique hépatique. Et ben là, le calcium, il va dans l'os et il va pas dans les calculs. Donc, quand on prend des grosses doses et quand on est un peu âgé, genre moi, mais pas plus, 60 ans, voire plus, et ben voilà, vitamine D, vitamine K. On peut faire des associations, des D plus K, ce que j'explique dans mon bouquin. Vous avez des produits, ils sont tout prêts. Il n'y a plus qu'à, un peu, on se sert, et puis voilà, vous vous occupez pas de savoir combien de vitamine D il faut mettre pour tant de vitamine K, c'est tout dans la boîte, et voilà. Donc, c'est simple. Donc, c'est tous les jours et certainement pas ni mensuel ni trimestriel. Et oui, et ça c'est un vrai débat. Pour le coup, je vais quand même en parler parce que de manière personnelle, j'ai déjà eu cette conversation à de multiples reprises avec des médecins généralistes qui vous disent surtout pas, ne prenez pas de manière quotidienne la vitamine D en gouttes. C'est une erreur, c'est une erreur monumentale. Donc, et j'imagine que je suis pas la seule à l'avoir entendu ce discours. C'est pas compliqué, hein. Ceux qui ont des notes et ceux qui ont un peu de sous, ils vont se faire un dosage de vitamine D la veille du jour où ils vont prendre leur ampoule. Ils vont faire un dosage de vitamine D 15 jours après. Et puis ensuite, au 28e jour, la veille du jour où ils prennent leur vitamine D, ils se redosent. Je vous rappelle que les posos sont pas du tout, enfin les concentrations idéales d'après les spécialistes mondiaux de la vitamine D comme Castronovo à Liège en Belgique, c'est pas du tout 30 nanogrammes par millilitre. Ça, c'est des posologies catastrophiquement trop basses. C'est plutôt 80 à 100 nanogrammes par millilitre. Voilà.
C'est ça une posologie de vitamine D optimale pour un adulte, hein. Donc voilà, ça aussi, il faut le revoir. Et ça, c'est tout au long de votre livre justement que vous dites que toutes les posologies, en fait, sont complètement biaisées sur toutes les vitamines. Là, il y a aussi, un gros problème, ça Ben pose un oui, gros mais alors problème en tout cas. oui, parce que mais c'est encore une fois, c'est une faillite de la santé publique Mmh. majeure. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'ose pas dire aux gens que leurs santé sont défaillantes, probablement parce que leurs systèmes physiologiques ne sont pas optimum. Voilà. Alors ça vaut pour le magnésium, ça vaut pour l'iode, ça vaut pour la vitamine C, ça vaut pour la vitamine D, ça vaut pour le sélénium, ça vaut pour énormément de vitamines et de sels minéraux. C'est dramatique. Parce qu'en fait, on ne demande pas au gouvernement de nous enlever des impôts, les oranges. On veut simplement, on n'est pas des abrutis non plus, nous, la population. On ne demande qu'une seule chose, c'est à apprendre, à être éduqué, et à partir de là, de nous nourrir de manière convenable, mais avec des standards qui soient corrects, pas avec des standards. Vous inquiétez pas, oh non, vous n'avez pas de vitamine D, c'est pas grave, ça sert à rien. La vitamine C, pour plus. Bon, et alors l'iode et pour le reste, horrible. En quoi, pour terminer sur la vitamine D, en quoi elle constitue un allié dans la lutte anti-cancer? Ça, c'est une excellente question. La réponse, elle pourrait se décliner de la même manière. Pourquoi est-ce que vous avez un très bon, une très bonne réponse antibactérienne ou antimicrobienne? Je suis pas biologiste ni physiologiste pour pouvoir vous répondre. Encore une fois, à chaque fois qu'on a un produit qui a une activité générale sur le cancer, a une activité générale sur l'infection, puisque c'est la même défense. Donc, on peut vous dire qu'un produit de ce type-là, c'est pas étonnant qu'on le retrouve à peu près partout. Alors, il y a aussi une discussion, c'est est-ce que c'est une hormone, la vitamine D? Parce que après tout, c'est vous qui la fabriquez. Mais vous avez quand même besoin du soleil. Donc, voilà. Donc, si c'est une hormone, vous comprenez bien, voilà, c'est une hormone voilà, c'est l'hormone de la défense immunitaire. C'est pas la seule, mais c'est une des hormones de la défense. Vous vous attardez pardon, également sur, l'eau de mer et notamment l'eau de Quinton. Alors, on en a déjà parlé, moi j'en ai déjà parlé avec Gilles Lartigot avec lequel on a des capsules, sur les rendez-vous et donc on a déjà évoqué ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel de qui était, René Quinton? Parce que Alors, vous savez, c'est de son nom que qu'est née cette eau de Quinton. de tout ce livre, pourtant, il y a des paragraphes qui me sont extrêmement chers, mais de tout ce livre, c'est celui qui me fait le plus mal parce que moi, je suis sous le coup de 3 ans d'interdiction d'exercice, dont un ferme. C'est la peine que mes chers confrères du Conseil de l'Ordre ont prononcé contre moi. Pour En quelle première raison? Vous pouvez nous dire pour quelle raison? oui, bien sûr, évidemment. Alors là, j'en ai absolument Ah oui? aucune. En première instance, pourquoi? Parce que j'ai expliqué à mes confrères que les sérums marins, tels qu'ils ont été découverts, fabriqués, testés depuis 1906 à peu près à Mmh Paris, mh. au Collège de France, non seulement ont une activité antiseptique, mais peut-être même antibiotique. Ça, c'est pour la partie traitement des maladies infectieuses. Mais depuis 1907, on sait que l'injection des sérums marins a une action phénoménale sur la guérison des hernies discales et de l'arthrose. Alors là, ça a été la fin de ma carrière quasiment. Je l'ai pas fait une fois, je l'ai pas fait 10 fois, je l'ai pas fait 1000 fois. Je le fais depuis 10 ans, 30 fois par jour. Donc j'ai commencé par moi. C'est-à-dire que la première hernie discale que j'ai soignée dans ma vie, c'était la mienne, que j'ai été guéri au bout de 6 injections et que j'ai pu reprendre ma vie, le sport, des travaux, etc. Remarquable. Et depuis, ça n'a plus jamais quitté mon activité professionnelle. Je fais ça toute la journée depuis des années avec des résultats absolument extraordinaires et avec jamais aucun effet indésirable.
Je peux vous dire que quand vous utilisez une technique de soin et que vous avez jamais un seul effet indésirable, eh ben, c'est plutôt rare. Voilà. Donc, c'est probablement ce qui agace le plus mes chers confrères, c'est le fait que ce produit qui a été découvert en début de XXe siècle soit encore présent dans les mains de quelques médecins du monde entier, hein, mais dont les miennes, parce que moi, je n'ai absolument aucune gêne pour dire que ce produit doit sortir de l'anonymat, et surtout qu'on cesse de dire que c'est, ce que j'ai entendu dire, du charlatanisme. Moi, je veux bien avoir été charlatan sur 5 personnes, mais j'ai dû soigner, je sais pas, 10 000 personnes dans ma vie. Et sur les 10 000, j'ai dû en mettre 9 000 sur les cours de tennis, à nouveau dans les salles de gym, ou pour certains au raid ou ailleurs. Donc, vous savez, mes patients, je sais où ils sont. Ils sont pas dans les chaises roulantes. Sans Donc voilà. compter tous les cas qu'a soigné René Quinton. Mais alors, depuis 1982, en fait, en France, il est interdit d'injecter de l'eau de mer sur les patients, c'est ça? C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que jusqu'en 82, les sérums marins appartenaient au groupe des médicaments référencés dans le VIDAD. Donc, vous aviez un médicament, vous aviez le Doliprane, et puis vous aviez les ampoules de Quinton injectables. C'était par la même page, hein, vu que c'est séparé sur le plan alphabétique, mais c'était pareil. Sauf qu'en 82, le laboratoire fabriquant le produit a fait faillite. Donc, le laboratoire Quinton France fait faillite, ferme ses usines. Et comme ils étaient en situation de monopole pour le monde entier, parce que personne ne savait faire mieux que le laboratoire Quinton pour fabriquer des produits d'une qualité absolument irréprochable, eh bien, pendant plusieurs années, pas loin de 10 ans, on n'a plus eu de sérum marin de disponible pour les soins. Donc, c'est tout simplement, ça s'est arrêté de 82 jusque dans les années 90-95, parce qu'il n'y avait plus de produits. Bon. Un jour, le produit a été remis sur le marché par une autre entité espagnole qui a racheté les brevets, qui a fait le même produit. On a repris les mêmes produits et on est reparti faire les mêmes traitements. Mais l'industriel ne s'est pas embarrassé à demander sa qualification en tant que médicament. C'est bien trop cher. Aujourd'hui, si vous voulez mettre un produit sur le marché pour la hernie discale, vous en avez pour des dizaines de millions d'euros. Et puis, en plus, le jour où vous serez prêt et où vous aurez monté le dossier, vous avez le premier Chinois qui va passer, qui va vous présenter un produit en disant, moi, j'ai pas fait les études, mais puisque lui, il les a fait, je veux qu'on commercialise mon produit, c'est le même. Vous voyez, c'est, voilà. Donc, il n'y a pas d'intérêt commercial à commercialiser du sérum marin. Alors, il reste qui? Il reste les médecins qui ont envie de soigner les patients, puis il reste les patients qui souffrent. Parce qu'encore une fois, moi, je veux bien arrêter les sérums marins. Trouvez-moi un produit qui marche aussi bien. Il n'y en a pas. Trouvez-moi un produit qui marche même un tout petit peu moins bien que les sérums marins pour traiter les hernies discales. Je vous dis, je vous répète qu'il n'y en a pas. Et je connais assez bien la question. Les corticoïdes injectés, la chirurgie de hernie discale, le discogel qu'on injecte à l'intérieur. Tout ça, c'est très bien. Faut voir un peu ce que coûte le discogel, hein, des milliers d'euros. Moi, mon produit, la seringue fait 1 euro. Donc, pas pareil. Donc voilà. On a commencé en 1907 à utiliser ce traitement pour le traitement des hernies discales. Moi, j'ai le bouquin de 1907 où le gars, il dit, il est mort, hein, forcément. Il dit, c'est incroyable parce que ça marche bien dans le traitement de la hernie discale. Et en 2025, on vient me dire, non, c'est du charlatanisme, ça n'a jamais existé. Alors, j'en fais un chapitre de ce livre et j'explique d'où ça vient, qui était Quinton. Quinton, le gars qui a inventé les sérums marins, c'est quand même un gars absolument, c'est un génie et un total. C'est un monsieur, on n'a pas assez le temps de parler de ce qu'il a fait dans sa vie. Bon, il a fini avec des honneurs, des décorations de partout. C'est pas du tout un naturopathe aux cheveux longs avec des pathogastroses. Hein. Non, c'est pas comme ça. Finalement, aujourd'hui, vous risquez votre carrière, quelque part, comme de nombreux médecins qui ont risqué leur carrière en prescrivant de l'ivermectine ou de l'hydroxychloroquine. Ouais. Donc, on n'a plus le droit de soigner en France. De Le toute droit façon, de soigner.
Bon, il m'avait déjà dans le collimateur pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'avais dit qu'il fallait arrêter les médicaments anti-cholestérol parce que c'était des produits qui étaient toxiques pour les gens et que ça n'augmentait pas la longueur de la vie des gens. Donc ça ne diminuait pas la mortalité. Ça leur a forcément déplu. Après, j'ai encore mis un pied dans la marge en disant, en expliquant au Conseil de l'Ordre que la vaccination telle qu'on nous l'a présentée en 2020 était forcément extrêmement dangereuse parce que prendre comme argent comptant les déclarations commerciales d'un groupe pharmaceutique comme Pfizer, c'était purement et simplement du suicide. Donc là-dessus, alors là j'ai signé mon arrêt de mort. Puis quand ils sont tombés sur mes écrits sur les sérums marins, là j'avais mis le dernier clou au cercueil. Voilà, j'en suis là. Alors aujourd'hui, je travaille, je continue à exercer, mais je suis sous le coup de tellement de plaintes ordinales, pas de patients. Hein. J'ai pas un seul malade qui s'est jamais plaint de mes soins. Faut être très clair, jamais. Alors vous enchaînez tout de même dans ce livre sur un chapitre qui est consacré aux armoises. Alors nous, on a découvert un peu pendant la période du Covid l'Artemisia annua. Et donc vous en parlez parce que l'Artemisia annua ne fait partie que d'une catégorie des armoises finalement. Bien sûr. Pourquoi vous avez décidé d'en consacrer un chapitre à ces plantes? Parce que c'est encore la lutte de l'humanité pour se soigner contre les intérêts financiers d'un petit nombre de financiers américains. L'histoire des armoires, c'est absolument extraordinaire. C'est l'histoire du traitement de la malaria au sud de la Chine, au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam. On ne pouvait pas. Alors évidemment, les GI américains avaient des médicaments contre la malaria et on s'était dit on va écraser les Vietnamiens facilement parce qu'eux, ils vont se faire décimer par la malaria vu qu'ils n'ont pas de traitement. Mais eux, ils avaient les travaux d'une dame qui s'appelait Tu Youyou, qui était une chinoise. Son mari avait été déporté par Mao Tse-tung, donc elle était veuve, donc elle avait un peu de temps libre. Et elle s'est rendue compte que l'armoise, Artemisia annua, donc l'armoise annuelle, le truc qui pousse sur les voies ferrées abandonnées en Europe, eh bien, contenait une molécule absolument remarquablissime en traitement des accès palustres, c'était l'artémisinine. Voilà. Donc on a commencé, alors ça s'est passé dans le plus grand secret communiste de la guerre du Vietnam, mais un beau jour, les Américains ont compris qu'ils savaient ils arriveraient à bout des Vietnamiens qui étaient jamais malades, alors que eux, ils continuaient à l'être. Bon. Donc, voilà, l'armoise a dynamité complètement les savoirs sur le traitement de la malaria, qui est quand même une maladie infectieuse catastrophique pour de très nombreux pays du monde, dont l'Afrique intertropicale. Ça tue tout le temps. Bon. Et on s'est dit, voilà, on va utiliser l'armoise pour traiter tout le monde. Eh ben non. L'OMS, déjà sous la botte des organismes industriels, a interdit le développement de l'armoise pour traiter le paludisme. Paludisme, malaria, c'est la même chose. Bon, et voilà, ça a duré jusque dans les années 2010, où là, tous les médicaments chimiques ont commencé à tous ne plus marcher parce que les plasmodiums, c'est-à-dire les bactéries les plasmodiums qui sont responsables de la maladie avaient muté et donc étaient plus sensibles à nos produits chimiques. Donc on s'est dit, on va quand même être obligé d'aller rechercher l'armoise. Donc on est allé chercher l'armoise, mais on l'a trafiqué pour pouvoir le vendre avec un brevet commercial. Donc cette armoise, on l'a interdit jusqu'au jour où ils n'ont pas pu faire autrement que de s'en servir, puis d'interdire aux gens de l'utiliser pur. Alors que c'est comme ça que ça marche le mieux. Donc voilà. Non, mais c'est des trucs ignobles. Et ça continue. Ça continue en Afrique. Vous avez, par exemple, des champs d'armoise qui appartiennent aux grands groupes industriels. Et à côté, dans le village voisin, si le gars, il se fait son petit armoise tout seul, eh bien, on lui brûle. Parce qu'il n'a pas le droit d'avoir ça dans son jardin. Alors qu'il y en a 25 hectares à côté de chez lui. Voilà, c'est absolument hallucinant. Alors, ce qui est drôle, pour finir, c'est que Artemisia annua, c'est une plante, mais vous avez plein d'autres plantes de la variété des armoises
qui fabriquent aussi ou de l'artémisinine ou qui n'en fabriquent pas, et qui sont remarquablement efficaces sur la malaria. Par exemple, Artemisia afra, c'est un espèce de buisson très moche qui ne fabrique pas l'artémisinine ou extrêmement peu. Eh ben, si vous faites des décoctions d'afra, vous avez une action anti-malaria parfaite. Donc, c'est quand même extraordinaire. La nature est extraordinaire. Bien Mais sûr. encore une fois, si vous y mettez les Big Pharma là-dedans, ça marche pas. Bah, on l'a vu notamment pendant le Covid où, certains pays ont vanté les mérites de la tisane d'Artemisia, annua et puis ici, c'était interdit. Il fallait surtout pas, c'était interdit et de Alors, la faut vendre. faut savoir que Tu Youyou, elle a eu un prix Nobel, hein. Elle Mmh. est venue Mmh. à Stockholm récupérer son prix Nobel. Immédiatement après, les Chinois l'ont ramassé et ils l'ont collé au secret. C'est-à-dire qu'il y a plus une seule interview avec des journalistes occidentaux. Pourquoi? Parce que Tu Youyou avait continué à bosser et elle s'était rendue compte que l'armoise avait aussi, enfin l'artémisinine, avait des vertus anticancéreuses exceptionnelles. Alors là, c'est recommencé. Big Pharma a dit quoi? Non, mais elle va pas revenir et nous emmerder comme elle nous a emmerdés avec le paludisme. Alors faites la terre et la laissez pas sortir parce que nous, on a des produits pourris, mais on a encore des royalties à gagner avec nos brevets. Voilà. Donc Alors il y a vous n'avez pas l'armoise pour vous soigner pour le cancer. alors il y a aussi un autre médecin, qui visiblement aurait fait les frais, d'une mafia, on va dire, c'est le docteur Jérôme Munyangui, Ouais, originaire du Congo. Ça ouais. m'a rappelé un peu les histoires d'un des livres de Philippe Aymar qui raconte. Alors lui, c'est pareil, il a fait des recherches, il a trouvé des choses et ça n'a pas plu, visiblement. Alors, Mugnori, moi, je l'ai eu au téléphone 2-3 fois, on s'est jamais rencontrés. Mais c'est une histoire incroyable, hein. C'est un Africain, c'est un médecin africain. Il tombe malade en Afrique, noir. Il fait une crise d'accès pernicieux palustre. Il prend les médicaments européens, enfin européens, américains, et ça marche pas. Et ça arrive, hein, qu'effectivement, les produits qu'on vous propose dans la crise d'accès pernicieux palustre ne marchent pas et qu'on meurt quand même. Donc là, il est en train de crever. Et puis, le gars qui est dans sa case, il lui dit, tu sais, tu devrais prendre ma tisane, là, de ma grand-mère, qu'elle a fabriquée avec 3 racines et 2 machins. Et l'autre, il dit, de toute façon, je m'en fous, je vais mourir. Alors, il la prend. Et puis, le lendemain, il a plus de fièvre. Il reprend 3-4 tisanes, puis après, il guérit. Alors ensuite, il va se faire prélever son sang pour voir s'il reste certaines formes du parasite dans son sang. Il n'y a plus rien. Il est totalement guéri. Il est déparasité. Ce qui est, mais alors, quand on connaît un peu la biologie du paludisme, c'est absolument incroyable. Donc lui, il s'est déparasité avec sa tisane. Donc il a dit, oh là là, mais alors là, je crois que j'ai compris quelque chose. Et il a demandé à venir travailler en France sur le parasite dans des grandes structures de recherche françaises. Donc il a été accepté. Il a commencé à travailler. Il a sorti des résultats absolument extraordinaires. Et jusqu'au jour où on lui a dit, en France, hein, je vous parle de ça à Paris, hein, on lui a Mmh. dit, écoute, ton histoire avec l'armoise, tu vas t'arrêter tout de suite. On lui a saisi ses carnets et on l'a viré. On lui a expliqué, notre labo appartient à Big Pharma. Donc, tu vas pas commencer à nous raconter que tu vas servir, que tu vas guérir avec des bouts de bois et des décoctions de feuilles, tu sors. Donc, on lui a piqué ses carnets et puis il s'est retrouvé dehors. Et puis derrière, alors lui, il le dit, mais à mon avis, c'est vrai, il a été, il a été l'objet de plusieurs tentatives de meurtre. Bon, alors aujourd'hui, Muyangui, il est parti, il est plus en Europe, on n'a plus de nouvelles. Je ne sais pas ce qu'il devient, je ne sais pas. Mais en tout cas, le début de sa vie, on la connaît bien, et c'est exactement pour moi ce que je vous dis, un truc incroyable. En Voilà. tout cas, voilà, son histoire apparaît dans Oui, oui, votre livre, absolument. voilà. Alors l'iode, vous y avez consacré, tout un livre. Il apparaît, cet oligo-élément apparaît également dans ce dernier. Pourquoi l'iode est indispensable à notre vie? Alors, écoutez, ça, alors là, ça c'est pareil. L'iode est un élément. Alors, tout le monde sait que l'iode, ah oui, c'est la thyroïde. Voilà. Mais vous savez, il y a beaucoup de médecins, l'iode, c'est la thyroïde. Voilà. C'est-à-dire que j'entends même des gens me dire, docteur, on m'a enlevé la thyroïde. Mon médecin m'a dit que j'avais plus besoin d'iode. Ah oui, j'ai plus de thyroïde. Bon, alors là, ça commence déjà à faire très mal. Bon, alors l'iode est nécessaire à énormément d'organes, dont et un en en tout premier lieu, c'est le cerveau, l'encéphale. Vous avez un développement embryonnaire lié
aux hormones thyroïdiennes de votre mère, mais surtout à l'iode que votre mère vous laisse passer par voie transplacentaire. Si un bébé n'a pas d'iode, pas de d'iode du tout, il y aura fausse couche. S'il y a iode un peu, le bébé va interrompre son développement neuropsychologique et puis il va peut-être naître ce qu'on appelait à une époque, c'était un terme médical, crétin. Un crétin, c'était un enfant qui naissait tout petit avec un quotient intellectuel microscopique. Bon. Et puis s'il a un tout petit peu plus d'iode, il sera un peu plus intelligent. Puis s'il a un peu plus encore, il sera, il parlera, il sera bien debout, mais il sera petit, etc. Vous voyez, et puis si par contre il a un taux d'iode nickel parce que sa mère lui a transmis de l'iode en quantité, il va avoir un développement exponentiel de ses capacités neuropsychiques, puis ce sera un enfant qui sera très intelligent. Donc ça, c'est quand même catastrophique de voir qu'on ne s'occupe pas du statut en iode des femmes enceintes et du statut en iode des femmes avant qu'elles soient enceintes. Parce que quand elles sont enceintes, si elles n'ont pas d'iode, elles commencent la grossesse sans iode. Donc c'est quand même vachement dommage. Il n'y a qu'à commencer c'est ce que j'explique dans l'article, mais surtout dans le livre. Alors le livre, il s'appelle Les pouvoirs de l'iode. Bref, ce livre, il explique que tout le monde a besoin d'iode, parce qu'après, l'adulte, lui, il a besoin d'iode, d'abord pour avoir une bonne mémoire, pour avoir un bon moral, pour avoir un bon sommeil, pour avoir une belle peau, pour avoir des cheveux, pour avoir un transit, pour pas être malade sur le plan des maladies infectieuses, parce que l'iode est un antiseptique. Vous avez vu avec la bétadine, c'est quand même assez antiseptique. Sinon, on n'irait pas se foutre de la bétadine partout dès qu'on se coupe dans son jardin. Bon. Donc, c'est antiseptique et c'est surtout, a priori, et c'était ce que j'ai découvert dans mon livre et que j'explique un peu dans ce bouquin-là, c'est que c'est anti-cancer. C'est que les femmes qui ont des taux d'iode corrects au décours de leur vie ont beaucoup moins, mais beaucoup moins de cancer du sein. Et que les femmes qui ont des taux de cancer d'iode extrêmement bas, elles ont beaucoup de cancer du sein, et que les femmes qui ont des cancers du sein ont souvent beaucoup de fibropathie mastocystique mammaire, préalablement au jour où elles ont l'entrée dans la maladie cancéreuse. Elles sont emmerdées par des seins granuleux, des seins douloureux, qui les empêchent de serrer leurs enfants ou leur mari dans leurs bras parce que quand on leur écrase la poitrine, elles ont mal, et ça dure pas fort pendant toute leur vie. Et quand elles font une iodurie, c'est-à-dire le dosage de l'iode dans leurs urines, elles s'aperçoivent qu'elles sont complètement au taquet. Alors, il faut savoir que l'OMS a même édité plusieurs alertes régulièrement en disant les populations occidentales sont carencées en iode, c'est mauvais pour elles. Bon, mais c'est pas du tout repris par les autorités françaises, que dalle. Bon, et moi, derrière, en ayant avancé sur le livre Les pouvoirs de l'iode, pas sur l'article, je me suis aperçu qu'on n'est pas 1% de la population française à avoir les bonnes doses sanguines qu'on peut approcher par la mesure urinaire, parce que c'est plus simple. On n'est pas 1%. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas 1% à avoir les bonnes doses d'iode tous les jours? C'est absolument hallucinant. Les hommes de mon âge ont des tas d'emmerdements de prostate. Ouais, les gars, mais vous avez des taux d'iode très mauvais. Alors, réveillez-vous. Mesdames, vous avez mal au sein, vous avez des tas d'ennuis. C'est désespérant parce que ça touche tous les âges. Un enfant qui a une carence en iode, je voudrais dire juste une chose fondamentale. Beaucoup d'enfants n'ont plus de produits laitiers après les laits en poudre qu'on leur donne, les laits maternisés. Et on dit, oui, ils sont intolérants ou allergiques aux protéines de lait de vache. C'est des choses qu'on entend tout le temps. Et alors, ces enfants-là, on les met aux laits végétaux. Ça sera du lait d'amande, du lait d'avoine, du lait ce qu'on veut, ça va. Mais ces laits-là n'ont pas d'iode. Ces laits-là n'ont pas d'iode. Ces enfants-là n'ont plus d'iode. Dès lors qu'ils ne sont plus soumis à des produits à base de lait de vache, ces enfants-là se développent sur le plan neuropsy, puis c'est quand même à des âges où c'est quand même nécessaire, 2 ans, 5 ans, ils n'ont plus d'iode. Alors forcément, ils sont instables, ils apprennent mal à l'école, ils dorment mal, ils se concentrent pas à l'école, voilà, filez-leur de l'iode, ils vont aller mieux. Mais chaque jour qui passe, ça leur détruit le cerveau. C'est quand même catastrophiquement facile à faire. Alors, est-ce qu'on peut se supplémenter en iode via l'alimentation? Oui. Déjà? Par l'alimentation. Alors, par l'alimentation, il n'y a pas 36 solutions, c'est compliqué. Il faut consommer des algues.
Voilà. Alors, les algues, le problème, c'est que vous n'aurez jamais sur l'algue la quantité d'iode qu'il y a de tissu qui contient l'algue. Donc, vous allez prendre ça au petit bonheur la chance. Est-ce que vous allez prendre assez? Est-ce que vous allez prendre trop? Est-ce que vous allez prendre machin? On ne sait rien. Sinon, après, il y a les compléments alimentaires. Et j'explique dans mon livre, c'est-à-dire dans le livre qui ne parle que de l'iode, qu'il y a des produits qu'il faut privilégier et des produits qu'il faut rejeter. Parce que si vous voulez avoir tous les bénéfices de l'iode, il faut pas prendre une seule forme moléculaire d'iode. Alors, on va pas faire de la science, mais grosso modo, on nous vend de l'iode sous forme soit de iodure de potassium, soit d'iode moléculaire. Il nous faut les deux pour avoir une bonne défense immunitaire. Donc ça, c'est dans certains types de compléments alimentaires et pas dans d'autres. Donc attention, vous achetez pas n'importe quel iode en pensant vous faire du bien, vous allez pas vous faire du bien. Et alors tout à l'heure, en tout début, quand vous parliez de l'iode, vous nous parliez des femmes enceintes et finalement qu'elles sont responsables dans la transmission du taux d'iode à leurs enfants. Est-ce que c'est réversible? Vous disiez, voilà, si, Alors, est-ce que c'est ouais, réversible sur l'enfant? Est-ce qu'une fois non, qu'il naît, non? non, non. Non, non, on peut récupérer une partie de la carence à partir du moment où le fœtus est pris à 9 mois ou pris à la naissance. On va récupérer un peu, il va cesser de se désagréger, mais ce qui a été perdu pendant les mois sans iode de la formation de l'encéphale, c'est perdu. Donc c'est dramatique et je ne comprends pas. Bon, j'ai envoyé mon livre au ministère de la Santé, j'ai envoyé au Conseil de l'Ordre, je l'ai envoyé à toutes les à tous les magazines médicaux en langue française. Alors évidemment, comme ça fait de l'ombre à la première industrie médicamenteuse, c'est la vente d'hormones thyroïdiennes. C'est le premier médicament qu'on vend dans le monde entier. C'est de la thyroxine. Donc évidemment, beaucoup de gens sont sous thyroxine alors qu'ils manquent que d'iode. Donc ça pourrait faire reculer les ventes de la L-thyroxine si toute la population se saisissait sérieusement de son statut en iode. Donc, zéro mot nulle part. D'ailleurs, l'iode, on n'en parle jamais. Quand vous allez chez le Ah, médecin, on vous propose jamais de faire un dosage en iode. Moi, alors c'est même j'ai jamais non, entendu ça. et alors c'est même mieux que ça, c'est que dans les années 50, deux mecs à Berkeley, ils sont sortis que l'iode était toxique. C'était l'effet Wolff-Chaikoff. Faut voir un peu la nullité des publications de Wolff et de Chaikoff pour dire que l'iode était toxique. Mais derrière, voilà, la communauté médicale internationale a regardé ça, on dit ah c'est toxique, bah c'est bien, on arrête. Voilà. Pas de réflexion, pas de vérification. C'était dans 1950, on est en 2025, et beaucoup de médecins continuent à vous dire oh là là, vous supplémentez pas en iode, c'est toxique. Bon, alors j'aimerais que tous ces gens-là lisent les pouvoirs de l'iode et se rendent compte qu'il n'y a absolument aucune toxicité à l'iode quand c'est bien pris correctement. Bah oui, parce que l'iode, on en parle surtout en cas de guerre nucléaire, hein. Ah, bah, voilà. Alors, évidemment, il faut savoir que dans les centrales nucléaires, il y a de l'iode 131. C'est un iode qu'on utilise pour fabriquer de la radioactivité. Mais l'iode alimentaire que vous avez dans vos assiettes, dans vos algues ou dans les produits que je vous propose de prendre en complément alimentaire, c'est de l'iode 127. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout un iode radioactif, hein, ce qu'on propose. Il y a je sais plus combien d'isotopes de l'iode. Il y en a plein. Donc attention, il y a iode et iode. C'est ce que j'explique dans mes livres. L'iode peut être aussi mélangé avec des molécules toxiques. C'est-à-dire que vous pouvez faire une allergie ou un choc anaphylactique avec un produit de contraste iodé, par exemple, ou avec de la bétadine. Mais c'est pas l'iode qui est responsable. L'iode a été branché sur une molécule qui est toxique. Ah, excusez-moi, mais c'est pas de la faute de l'iode. Bon. Et quand vous prenez l'iode non branché à des trucs toxiques, bah, elle est pas toxique. Voilà. Merci pour cette précision. Alors, vous parlez aussi de l'argent colloïdal. Qu'est-ce que c'est l'argent colloïdal? Alors là, c'est encore des trucs rigolos. L'argent colloïdal, c'est en fait, vous mettez de l'argent dans une eau extraordinairement propre et délivrée de tous ses minéraux. Sinon, ça marche mal. Ensuite, vous passez du courant dans l'eau et vous avez des microscopiques morceaux d'argent
qui vont partir dans la solution d'eau. Encore une fois, s'il y a des sels minéraux, ça va mal se passer. Ça se passera plus vite, mais ça sera de moins bonne qualité. Et puis, ça va donc former un colloïde, c'est-à-dire ça va être une espèce de composé où il y aura des produits solides mélangés dans un produit liquide et ça tiendra en suspension. Un peu comme la vinaigrette. Si vous secouez très fort votre bouteille de vinaigrette, vous arrivez à mettre en suspension les micro-gouttes d'huile dans l'eau de vinaigre. Bon. Donc, une fois qu'on a fait ça, si on est capable de compter le nombre de parties par million de parties d'argent par million de molécules d'eau, et on est capable de vous dire la concentration qu'on a mis dans de l'argent colloïdal. Et puis derrière, alors là, mais ça, c'est du 19e siècle, hein, quasiment. Et ben alors là, il y a des possibilités thérapeutiques assez exceptionnelles qui s'ouvrent à vous si vous utilisez l'argent colloïdal. Mais encore une fois, c'est ce que j'explique dans le bouquin que vous avez montré tout à l'heure, c'est si vous faites n'importe quoi parce que vous utilisez un argent qui est pas du tout pur, avec de l'eau qui est dégueulasse, avec une façon d'extraire électrique qui est très mauvaise, vous allez fabriquer un produit dégueulasse et puis vous n'aurez pas d'effet thérapeutiques. Si par contre vous utilisez tous les bons ingrédients, vous aurez un produit qui pourra vous aider à traiter des pathologies infectieuses chroniques. Et puis j'explique que quand vous utilisez l'argent colloïdal ou l'argent, vous pouvez traiter des infections cutanées gravissimes ou même des cancers. Alors là, je me suis tout de suite mis à l'abri des poursuites parce que j'ai mis toutes les références d'articles internationaux qui ont montré que quand on utilise l'argent, on peut traiter les cancers. Ça, alors là, je me suis blindé jusqu'aux oreilles. Donc, c'est très marrant, cette histoire d'argent colloïdal. Et pour vous montrer encore une fois la mainmise de Big Pharma sur les produits qui sont des produits d'utilisation courante, en Europe, vous avez interdiction d'avaler l'argent colloïdal parce qu'on vous dit que c'est un détergent. Alors qu'aux États-Unis, vous avez le droit d'avaler tout l'argent colloïdal que vous voulez parce que depuis 1920, les Américains se sont traités avec de l'argent colloïdal et que depuis 1920, ils n'ont jamais vu un seul effet indésirable avec des produits de qualité, avec des concentrations correctes. Voilà. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. En France, c'est interdit d'être bu, mais pas aux États-Unis. Donc, si vous voulez, vous partez avec votre bouteille en Europe, vous n'avez pas le droit de la boire. Puis, dès que vous atterrissez à Washington, là, vous pouvez la voler. Alors, on a l'impression qu'aux États-Unis, on a une plus grande liberté quand même en termes de compléments alimentaires, de prise de vitamines. Parce que j'aimerais vous faire réagir justement, vous me lancez sur cet argent colloïdal, mais il y a aussi en ce moment la polémique sur le bleu de méthylène, parce que on a vu Robert Kennedy Jr. Boire donc ce liquide bleu. Il y a un médecin ici en France, un cancérologue que vous connaissez sans doute, le docteur Schwartz, qui a publié un livre sur le bleu de méthylène. Alors ici, c'est vendu, je crois, mais il faut avoir une prescription. Et c'est peut-être pas le même bleu de méthylène qui est vendu aux États-Unis. Voilà pourquoi. Alors que visiblement, il a un rôle à jouer dans la lutte anti-cancer. Les choses sont très simples. Tout ce qui rapporte de l'argent, vous n'avez pas le droit de le faire vous-même en santé. C'est-à-dire que quand vous avez un cancer, il est absolument interdit que qui que ce soit autre que Big Pharma soit aux commandes pour gérer vos soins. C'est si vrai qu'à un moment donné, on a même vu passer une loi française dire qu'il était interdit à un médecin d'aller contre un traitement qui avait été proposé, par exemple, pour faire une chimiothérapie. Si un médecin dit non, il ne faut pas faire la chimio, il peut être attaqué pour dérive sectaire. Vous vous rendez compte quand même du délire? Bon, ça veut dire que le premier qui arrive, pégreleux, qui veut faire de la vitamine C avec du bleu de méthylène ou du CDS, mais il est mort à tous les coups. C'est-à-dire que vous trouverez jamais personne. Alors il y a d'autres produits qui circulent. Il y a le farbendazole, qui est en fait un anti c'est du Panacur. C'est un produit contre les infections des animaux. C'est un produit vétérinaire. Et le farbendazole aurait peut-être une activité anti-cancer. C'est pareil. Vous avez absolument interdiction
de faire quoi que ce soit en France à ce niveau-là, alors qu'aux États-Unis, au Mexique, vous avez des prescripteurs partout. Donc voilà, quand c'est possiblement ou l'armoise, quand c'est possiblement actif, c'est non. Ça a été comme pour le Covid. Vous voulez prendre de plaquenil? Bon, bah, très bien, on va vous mettre un procès. Vous prescrivez de l'azithromycine? On va vous mettre un procès. Vous faites de la vitamine D? Procès. Voilà, voilà. Donc là, le bleu de méthylène, c'est quoi en fait? C'est du plaquenil. C'est quasiment la même chose. Bon, donc oui, c'est tout à fait intéressant, mais ça va être très très difficile de réunir de l'argent pour pouvoir faire des essais cliniques de suffisamment haut niveau, parce que c'est tout de suite 100 000 euros, hein, un essai clinique sérieux. Mais qui va payer, puisque aucun industriel ne peut tirer d'argent de ce travail. Donc c'est sûr, il va. Le pauvre Schwartz, c'est pas la première fois qu'il tente quelque chose avec l'acide lipoïque, avec tous ces produits-là, mais à chaque fois, il se heurte au principe de réalité. Si on peut pas revenir sur faire un retour sur investissement, personne n'investit dans ces recherches. C'est tristissime, mais c'est dans ce pays-là qu'on vit. Alors aujourd'hui, on a quand même un espoir phénoménal. Ce serait que vraiment Kennedy Junior arrive aux États-Unis à la tête du ministère entre guillemets de la santé Alors c'est américaine. confirmé, hein, c'est confirmé là normalement. Oui, ça a été validé par le Sénat. Ça a Alors été ce matin, c'était validé pas par le Sénat. parfait. Bon bah voilà. Maintenant, faut qu'il aille au bout. Mais à mon avis, il s'est pas mis là parce qu'il perd de l'argent. Hein. Il était bien plus riche. Il gagnait bien plus d'argent avant à faire à travailler en tant qu'avocat international plutôt qu'à être ministre de la Santé. Bon. Donc s'il y va, c'est parce qu'il a des choses à faire. Et peut-être qu'on va enfin obtenir une médecine qui sera au service des intérêts de l'humanité et pas des intérêts d'une quinzaine de firmes américaines qui font tourner le Nasdaq. C'est possible, on va peut-être y arriver. Mais aujourd'hui, on est pieds et poings liés, même pas à Big Pharma, mais à Big Pharma US. C'est eux qui commandent. Et avec l'histoire de USAID, on a bien compris. Voilà. On n'avait aucune chance de s'en sortir jusqu'à peut-être ce changement politique, ou du tout pro-Trump. Voilà. Mais alors là, moi je suis plutôt pro-Kennedy, ça c'est sûr. On peut peut-être voir arriver des choses extraordinaires pour l'avenir de nos enfants. Pour nous, ça sera peut-être un peu tard. Mais pour nos enfants, on va peut-être pouvoir réussir à leur apporter quelque chose de plus. On espère bien, parce que c'est vrai que la santé se porte très mal en France et de plus en plus, et ça s'est accentué avec la période Covid. Je vous remercie beaucoup, docteur Reliquet. Merci d'avoir été notre invité. Il y a encore d'autres thématiques qu'on n'a pas évoquées, mais que les spectateurs pourront aller voir, comme le cannabis, par exemple. Très intéressant ce que vous en dites, ou encore la consommation d'œufs. Mais je rappelle le titre de votre livre, Chronique de médecine contestataire, aux éditions Résurgence. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à vous. Merci. À bientôt.